Smart Bourse vous est présenté par Tikeo Capital. C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, une consolidation laborieuse pour des marchés actions européens notamment, qui ont progressé de plus de 20% par rapport à leur point bas du 29 septembre 2022, consolidation laborieuse au point que c'est une nouvelle séance de hausse pour les actions européennes pour redémarrer cette semaine avec un CAC 40 qui se maintient au-delà des 7000 points. Vous aurez le détail de cette séance avec Alix Nguyen dans quelques instants pour Tendance, mon ami. Séance donc de progression à nouveau pour les indices actions européens, soutenu par Wall Street également, qui poursuit son rebond en avant avec un Nasdaq qui gagne 1,5% actuellement. Notez que tout au long de la semaine, une grande partie des places financières asiatiques resteront fermées. Les places chinoises notamment seront fermées sur l'ensemble de la semaine. Hong Kong sera fermé demain et après-demain encore pour rouvrir simplement jeudi matin à l'occasion de cette semaine du Nouvel An lunaire en Asie. Semaine qui sera marquée par différentes statistiques macroéconomiques et notamment la publication de la première estimation du PIB américain pour le 4e trimestre ce jeudi à 14h30 avec un consensus entre 2,5 et 3% de croissance trimestrielle annualisée aux États-Unis pour le dernier trimestre 2022. Et puis bien sûr, la poursuite et la montée en puissance de la séquence de publication des résultats du 4e trimestre et donc des résultats annuels pour les grands groupes mondiaux. Pas mal de sociétés technologiques, mais plutôt de hard tech, qui vont publier leurs résultats cette semaine dans le secteur des semi-conducteurs. On aura néanmoins les publications de Microsoft ou encore de Tesla, parmi les blue chip technologiques américaines. Et puis le coup d'envoi sur le CAC 40 sera donné par LVMH qui publiera ses comptes annuels jeudi après la clôture des marchés européens. Voilà pour le programme de la semaine. Discussion à suivre avec nos invités de Planète Marché et dans le dernier quart d'heure, comme chaque lundi, notre quart d'heure américain avec Pierre-Yves Dugas, notre correspondant américain que nous retrouverons en visioconférence pour évoquer notamment la nomination d'un nouveau Chief of Staff à la Maison-Blanche. Mais d'abord, les infos clés de marché en cette fin de séance en Europe et les marchés européens, le CAC 40 notamment, qui redémarre cette semaine dans le vert, Alix. Oui, une séance prudente. Le marché tente d'évaluer l'évolution de la politique monétaire des banques centrales. Globalement, une modération des prochaines hausses des taux de la Fed est attendue. A contrario, le maintien d'un rythme soutenu de la part de la BCE est le scénario qui domine. Par ricochet, ce matin, l'euro s'est renforcé face au dollar, sans compter que la zone euro devrait connaître une récession moins prononcée que redoutée. Et puis, pour rappel, les derniers indicateurs américains témoignent d'un ralentissement de l'économie américaine, notamment l'indice des indicateurs avancés du Conference Board. Il est ressorti à moins 0,1 point en décembre. Et puis, autre facteur de prudence, on attend cette semaine la publication d'environ un quart des résultats trimestriels des sociétés du S&P 500, dont ceux de Microsoft, Boeing, Intel, IBM et Tesla. Au sein du CAC, ce sera au tour d'Alstom de publier avant LVMH et ST Microelectronics jeudi. Les investisseurs qui restent focalisés sur la partie technologique notamment, et on notera justement aux États-Unis que le titre Salesforce au sein du Dow Jones bondit aujourd'hui, Alix. Oui, suite à une information du fonds Elliott selon laquelle ce dernier a fait un investissement de plusieurs milliards de dollars dans Salesforce. Jusqu'alors, le fonds ne faisait pas partie des 15 plus gros actionnaires de Salesforce. Eh bien, il pourrait désormais être en position d'être représenté en conseil d'administration. À noter que Salesforce, comme le reste du secteur de la tech, voit son activité ralentir. Sa valeur a fondu et son action, cotée au Nasdaq, a perdu près de 40% en un an. Salesforce a d'ailleurs annoncé début janvier qu'il allait se séparer d'environ 10% de ses effectifs et donc licencier pas moins de 8000 salariés. On retient aussi que Spotify a également annoncé des suppressions d'emplois. Son titre bondit.
Et puis on notera à Paris que les valeurs dollars sont plutôt en repli aujourd'hui. Dans le sillage du repli de la devise américaine face à l'euro, Air Liquide est dans le rouge. Les banques et autres valeurs cycliques bénéficient quant à elles du sentiment que la récession dans la zone euro sera moins prononcée que redoutée. BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale grimpent. Enfin, Atos est en nette hausse. Le groupe Aztec s'intéresse à son tour à la branche Evidian d'Atos. Il a fait part de sa volonté dans un article du journal du dimanche de se pencher sur le dossier. Tendance, mon ami, chaque soir à 17h en direct, les infos clés de marché avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Olivier Ringard est avec nous, le directeur des investissements de Neuflize OBC. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Pierre Bismuth de nous accompagner également. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Vous êtes directeur des gestions de Myria Asset Management et avec nous en plateau également Jean-François Robin. Bonsoir Jean-François. Bonsoir messieurs. Directeur de la recherche de Natixis. Commençons par les bonnes surprises qui se renforcent, qui s'accumulent, notamment quand on considère la zone euro, Jean-François. Alors je sais que vous ne serez pas forcément étonné de l'idée d'une non-récession en zone euro en 2023. Juste dans les petites anecdotes qui sont quand même symboliques, quand je vois un chancelier allemand comme Olaf Scholz depuis Davos, qui engage son capital politique sur l'idée qu'il n'y aura pas de récession en Allemagne cette année, alors que toute une tripotée d'économistes lui prédisent que vous allez voir, ça va être horrible ce que traverse l'économie allemande, l'industrie allemande, et si ce n'est pas ce trimestre-là, ce sera le prochain. Je me dis que quand un décideur politique de ce niveau-là engage encore une fois son capital politique sur l'idée qu'il n'y aura pas de récession, c'est qu'il a des garanties solides. Alors, je crois qu'il engage son capital politique parce que surtout, il engage son capital financier. Quand vous avez une économie allemande qui met 200, si on met bout à bout, on a pas loin de 270 milliards d'euros sur la table, c'est 7 points de PIB en Allemagne. Donc l'idée qu'on va avoir une récession en Allemagne, nous, comme vous le savez, on a toujours parlé de stagnation, mais pas de récession cette année. On en parle encore moins aujourd'hui. Je crois que c'est pas que la récession sera moins grave. Je crois encore une fois qu'il n'y aura pas de récession en Europe. Quand vous avez des pays comme l'Allemagne, 7 points de PIB, la France, 3 points de PIB, l'Italie, 3 points de PIB. À la fin, il faut quand même faire un énorme ralentissement pour qu'il y ait une récession. Si vous prenez un pays comme l'Allemagne, ce qui nous expliquait qu'il y aurait une récession en Allemagne, c'était notamment ce choc énergétique majeur. Choc énergétique majeur pour les entreprises allemandes, moi je veux bien, mais jusqu'en avril, il y a un gel des prix à 7 et à 13 centimes le mégawattheure. 13 et 7 centimes le mégawattheure pour les particuliers et les entreprises. Où il est le choc énergétique, il n'est pas là. Il y a un choc budgétaire sur les finances publiques allemandes. Certes, l'Allemagne est en train de se franciser, je ne sais pas si c'est un bon terme, mais en tout cas, ils sont en train de mettre de la politique budgétaire à foison. Ça, je ne vois pas comment on peut faire une récession. Si en plus, dans le même temps, vous avez des prix de l'énergie qui sont quand même divisés par 7 ou divisés par 10 pour les prix de l'électricité en France, par rapport au pic qu'on a eu en avril, on payait 1 900 € notre mégawattheure, on est à 150 ce matin. Bon, honnêtement, la crise énergétique, elle est derrière nous. Alors, souvent, pour l'hiver prochain également, Jean-François ? À partir du moment où vous avez plus de 80% de stock de gaz, que vous avez a priori une planète qui se réchauffe, mais ne parlons même pas de ça, vous avez 80% de stock de gaz aujourd'hui. D'habitude, on est à 55 quand on est fin janvier comme ça. Nous, selon nos analystes, et on a des bons analystes, on a Coq à la recherche, on a été classé numéro 1 mondial sur les prévisions du TTF, donc on se fait plaisir, excusez-moi de ce petit teasing. Que me dit mon petit... Il y a un palmarès pour les prévisionnistes du TTF, du mégawattheure le gaz et le pétrole. Et voilà, et donc, que me dit mon petit Joël Hancock, qui est géologiste, qui ne regarde pas ça comme ça par-dessus le manteau, lui il dit, en fait, on va sortir cet hiver, au moment où il faut reconstituer les stocks de gaz, à un truc autour de 55-60. En moyenne, c'est plutôt 25-30. L'année dernière, on avait commencé. Donc même si on n'a pas de gaz russe, et je rappelle qu'on a constitué ces stocks avant qu'il y ait ce réchauffement du mois d'octobre, mais on avait réussi à reconstituer les stocks européens parce qu'on s'est diversifié. On en parlait hors antenne, parce qu'un pays comme l'Allemagne, on lui disait qu'il fallait 3 ans pour mettre un terminal LNG, ils en ouvrent 2 en 250 jours, ils en ont 5 qui arrivent. Bon, on s'est diversifié, on a des stocks beaucoup plus élevés, et dans le même temps, tout le monde investit comme des malades sur le renouvelable. Je reviens d'Espagne, 57% du mix électrique, c'est du renouvelable. Donc, il y a des choses qui se passent, il ne faut pas raisonner, etc. Paribus, mais toutes choses, elles ont changé. Dans le même temps, moins 13% la conso de gaz en France, alors que la production industrielle augmente. Donc, on fait mis bout à bout tous ces
est bien aligné, quoi. Donc ce scénario du pire qu'on nous vendait pour 2022, on ne l'aura pas. On essaie de nous le vendre pour 2023-2024, on ne l'aura pas non plus. Sauf si effectivement Poutine se décide de faire exploser le pipe norvégien, que Donald Trump revient au pouvoir et ne veut plus exporter de gaz LNG, ou qu'il y a un énorme dérèglement climatique, qui est un refroidissement de l'atmosphère. J'y crois pas. S'il faut parler croissance, du coup, de quel type de croissance on parle pour la zone euro cette année, Jean-François ? Nous, on est sur 0,7 sur cette année de croissance européenne, avec une croissance allemande très petite, mais pas une récession, avec une croissance très petite en France, mais pas une récession. Donc, mis bout à bout, le PIB européen à la fin de 2023 sera supérieur au PIB de la fin 2022. Donc, ça laisse sans doute du grain à moudre pour Christine Lagarde et ses camarades de jeu de continuer à monter les taux et donc de faire ralentir l'économie. Mais encore une fois, pour l'instant, de ce qu'on voit, regardons ce qu'on voit depuis décembre, c'est plutôt on révise à la hausse la production industrielle, la confiance des industriels allemands, elle remonte évidemment, la Chine est en train de redémarrer comme une malade, donc vous avez un tiers du PIB mondial qui redémarre à plein. Les Allemands qui exportent là-bas 10 fois plus que la France, ils sont heureux. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer, Olivier ? Non, mais partant de l'analyse que nous livre Jean-François, est-ce qu'il y a des scénarios de risque quand même sur ce chemin qui paraît idéal peut-être ? Je ne voudrais pas casser l'ambiance. Non. Dès le début de la... Il faut qu'on ait un marché. Non, mais je le dis, on a le droit de parler aussi de quelques risques et de mauvaises nouvelles. Je sais que l'ambiance paraît optimale aujourd'hui pour les marchés, pour les investisseurs. On a le droit quand même d'évoquer des scénarios de risque. Non, mais c'est vrai, quand on regarde l'économie européenne, on avait 3 facteurs qui conduisaient à être, on va dire, négatifs à très négatifs. Ceux qui étaient très négatifs pariaient sur la rupture d'approvisionnement en énergie, qui aurait des conséquences assez profondes sur le fonctionnement du système économique européen, d'où des scénarios qui étaient très très négatifs, en particulier sur l'économie allemande. Mais autour de cette anticipation d'une récession, il y avait 2 autres facteurs qui étaient intégrés. L'un touchait à l'inflation et au squeeze du pouvoir d'achat des ménages, et l'autre au durcissement monétaire qui progressivement allait produire son impact sur l'économie européenne. Rappelons que généralement les resserrements monétaires n'ont pas d'impact immédiat sur la sphère économique et qu'il est estimé qu'il y a un délai de transmission qui va de 3 trimestres jusqu'à 5 trimestres. On retire donc la problématique de l'énergie, on retire donc le scénario du pire, et il nous reste les 2 autres facteurs, inflation et durcissement monétaire. Par rapport à ces deux facteurs, on peut considérer qu'on est dans un scénario beaucoup moins noir pour l'économie européenne. Pour autant, on n'est pas dans un scénario très vert. On serait plutôt dans un scénario de stagnation prolongée pour notre économie européenne, avec ce facteur de risque ultime qui est désormais évacué. Ça, c'est la situation européenne. Si on s'intéresse aux États-Unis, les États-Unis, c'est un peu différent, mais on a quand même 2 chocs. On a le choc d'inflation qui est quand même extrêmement puissant, et le choc de taux qui est très très puissant. Dans l'histoire économique et financière de ces 3 dernières décennies, on ne voit pas de relèvement de cette ampleur et à cette vitesse. Ce double choc, il a 2 conséquences. Première conséquence, on squeeze là aussi le pouvoir d'achat des ménages américains, qui pour l'instant a été défendu par un excès d'épargne, qui va disparaître à la fin du premier semestre 2023, un recours au crédit, qui va forcément ralentir compte tenu du choc de taux que l'on a eu, et enfin par un marché de l'emploi qui est resté jusqu'à présent dynamique et qui soutient, toutes choses égales par ailleurs, le moral des ménages américains. Mais là aussi, on a des indicateurs qui commencent assez sérieusement à se détériorer. Et la question qu'il faut se poser aujourd'hui pour cette année 2023, c'est de savoir si on n'a pas un risque américain plus important que le risque européen, et évidemment que le risque chinois, puisqu'on a eu cette réouverture qui redonne un peu d'optimisme, au moins pour cette année 2023. Le point majeur, effectivement, des effets du choc de taux réel infligé aux économies, et notamment à l'économie américaine, oui, effectivement, il ne faut pas passer à côté de ce point-là, parce que le plein effet de ce choc de taux, de ce choc monétaire, on va le voir dans les mois à venir. Ce n'est pas parce que, pour l'instant, l'économie a bien tenu que le risque de craquement est complètement évacué de ce point de vue-là. Oui, tout à fait. Ouais. Et ce que l'on considère pour l'économie américaine, pour laquelle on a une anticipation de récession, c'est que pour l'instant, cette récession ne s'est pas matérialisée,
grâce à cet excès d'épargne, grâce au recours du crédit par les agents économiques, mais cet excès d'épargne se dissipant, les conditions financières s'étant fortement durcies, le pouvoir d'achat des ménages américains restant sous pression. Rappelons que le revenu disponible réel des ménages américains, il est aujourd'hui autour de moins 5%. Généralement, quand on est en territoire négatif, on a une récession de la consommation américaine, plaide pour un scénario plutôt récessif pour notre économie américaine au cours de ces 2-3 prochains trimestres. Pierre, vos commentaires et le schéma macro, alors que suivent les marchés en ce moment, est-ce que c'est un schéma macro qu'on peut extrapoler sur le reste de l'année ? Est-ce que ça passe ou est-ce que ça craque ? Est-ce qu'on peut traverser 2023 sans récession, ce qui visiblement est quand même encore un point de discussion, de débat, et ça peut changer quand même la nature de la performance des marchés. Oui, alors ça c'est vrai. Mais en tout cas, je voudrais qu'on revienne à ce qui s'est passé il y a un mois et demi, en fait, où effectivement tout le monde était noir, mais pour des raisons légitimes. Légitimes. Mais surtout, on va avoir une croissance 2022 en Europe qui est en fait le résultat de la croissance embarquée 2021. Donc fin 2021, on est arrivé en 2022 avec une croissance, un acquis de croissance. Et cet acquis de croissance, finalement, va être la croissance 2022. Donc on a un scénario récessif en Europe depuis un an. On a globalement une croissance complètement nulle sur 2022. Donc ça, c'était l'anticipation qu'on avait au 31-12. Et nous, on s'était dit, attention, parce qu'on a encore une fois une croissance nulle en 2023, avec un acquis de croissance à 0. Donc, un tout petit écart, un tout petit bouffée d'oxygène peut mettre le feu aux poudres au marché. Alors, il faut un peu de chance sur les marchés financiers. Et là, il se trouve que c'est ce qui s'est produit en début d'année sur les marchés européens. Mais on avait aussi une prévision d'inflation très élevée. On savait que le pic était passé, mais on ne pensait pas que ça pouvait redescendre aussi rapidement. Et donc, on en a parlé précédemment. Le prix de l'électricité, le prix du gaz s'est effondré. Et on voit bien que le pic est définitivement passé pour le moment. Donc là encore, on a un environnement qui est beaucoup plus respirable, donc des marchés qui se reprennent. Là où c'est intéressant, c'est qu'on a vraiment deux manières de voir qui s'affrontent. Il y a les actions qui sont plutôt optimistes, et les taux où on a une courbe, alors des courbes de taux un peu cassées en Europe, parce qu'on ne sait pas bien si elles sont inversées ou pas, mais en tout cas c'est plutôt plat, donc ça plaide pour quand même une croissance zéro et une influence très forte de la Banque Centrale Européenne. Et aux États-Unis, là on a une inversion de croissance, donc le marché américain joue véritablement une récession. Le marché obligataire, alors qu'on a plutôt des actions qui respirent, mais avec un crack qui s'est produit déjà précédemment. Tout ça pour dire que en 2022, ça nous semble un peu has-been comme scénario. On pense qu'on a beaucoup anticipé en 2022 et qu'en 2023, si on a une récession, quelle que soit l'ampleur... Donc bien sûr, dans des oui. normales. J'entends. La récession technique. Voilà, on n'est pas dans un scénario à 2008. Tout ça a déjà été anticipé et que les marchés sont déjà sur la sortie de crise. Alors, bien sûr, trimestre ou deux de contraction avec du 0-, c'est gérable. On l'a eu en fait en 2022 sur les États-Unis et en fait, il s'est même pas ressorti en récession parce que c'était tellement technique que ça n'a même pas été considéré comme une récession. Donc je pense que c'est vraiment... L'enjeu n'est pas celui-là. L'enjeu est... Est-ce que finalement on a un taux de chômage qui va continuer à rester bas ou en tout cas en Europe à se réduire? Et est-ce que finalement la hausse du chômage va être contrôlée aux États-Unis? Est-ce que après c'est les États-Unis, donc on aime bien dégager toutes les zombie firms. Et c'est vrai que toutes celles qui sont toujours rentables vont finalement traverser cette hausse des taux assez facilement. Donc c'est plutôt, on pense, un assainissement du marché aux États-Unis et finalement une zone euro qui se défend. Mais alors, dernier point et qui n'est peut-être pas vraiment consensuel, c'est vrai qu'on a, et on en parlait en antenne, des politiques qui ont fait un gros boulot. Et c'est vrai qu'on a tendance à les vilipender, mais quand on regarde les politiques en Europe, que ce soit en France, que ce soit en Allemagne, la sécurisation du gaz, c'est eux, le changement d'approvisionnement, c'est eux. On a eu finalement une sortie de crise assez rapide, et même en Angleterre, sur le Covid. Et c'est vrai qu'on a des éléments qui sont plutôt favorables
en ce moment et on voit que ça porte ses fruits. Donc c'est peut-être pour ça Ça valait le clairement, coup, Pierre? Ouais, tout le monde est... Alors, avec le déficit et la dette pour demain que ça implique, mais ça valait le coup de réagir comme Franchement, si les politiques européens ont pu réagir? Parce que si on gère bien l'inflation, honnêtement, ça valait le coup parce que tout va rentrer dans l'ordre grâce à l'inflation. Pendant 10 ans, on s'est dit il n'y a pas d'inflation en Europe, c'est l'horreur. Maintenant, on a un pic d'inflation et une inflation qui revient un peu. Et on se dit c'est l'horreur. Bon, il faudrait savoir ce qu'on veut. Mais mine de rien, les déficits budgétaires ont été utilisés, enfin, là pour le moment, à bon escient. On a un chômage incroyablement bas, un taux de pauvreté qui finalement n'a pas explosé avec une crise majeure et une pandémie qu'on n'avait jamais vue depuis 50 ans. Franchement, on reste... Ça ne met pas en péril, en tout cas de manière trop immédiate, la stabilité des finances publiques en Europe? Non, parce qu'on a l'exemple du Japon, donc en fait... non, mais ça a l'air idiot, mais c'est vrai que tous les flux... On a l'exemple de l'Angleterre aussi, non, mais Pierre. Je rappelle quand même que Ça montre que l'Europe protège. Alors, l'assurance vie, et notamment le fonds euro, pousse l'épargne vers les obligations. C'est une manière... de soutenir l'effort. Comme les Japonais, de favoriser finalement le financement de l'État. Il n'y aura pas de problème pour trouver des acheteurs de dettes européennes cette année, par exemple? Tant qu'on sera parmi les pays les mieux notés, je ne vois pas ce qui pourrait poser problème. Sinon, les États-Unis, on n'aurait plus du tout d'acheteurs. À 130 ou 140% de dette sur PIB, on n'aurait plus d'acheteurs. On a encore le psychodrame du debt ceiling qui revient. Bon, tout le monde sait très bien qu'il ne va rien se passer. Un des éléments nouveaux quand même dans le paysage global macro, c'est la réouverture de la Chine, Jean-François. Et vous en êtes un témoin, j'allais dire... Oculaire, puisque vous revenez de Chine, Jean-François. C'était votre premier voyage depuis 3 ans en Chine, Asie, oui, certainement. c'est ça? Oui, mes équipes étaient contentes, mais c'est alors, fini. Comment ça se passe là-bas? On a bien envie de savoir. Et puis, comment est-ce qu'on peut extrapoler effectivement la réouverture sanitaire sur la dynamique économique chinoise et globale pour l'Europe et les États-Unis peut-être? Je crois que ça fait partie, pour faire le lien avec ce qui vient d'être dit, ça fait un peu partie, d'ailleurs, la Chine, la dette totale chinoise, c'est 3 fois le PIB. Donc en fait, je crois que ce qui explique qu'il n'y ait pas de crise... Privé et public Privé-public, oui. Donc on se retrouve avec un pays qui est finalement très occidental, au moins dans ce sens-là. Mais c'est juste pour rebondir. C'est-à-dire que je pense qu'on n'a pas de crise de la dette souveraine, à part ici ou là, effectivement, quand vous faites défaut en Argentine ou que vous êtes la Grande-Bretagne et vous êtes tout seul dans votre coin. Mais on n'a pas de crise de la dette parce que tout le monde le fait. Et donc, en fait, il y a la relative value fait qu'il n'y a personne on ne peut pas stigmatiser qui que ce soit. Enfin, il y a 6 mois, quand même, la BCE était obligée de nous sortir en urgence un instrument qui n'a jamais été jusqu'à présent, parce que c'était quand même le risque majeur pour beaucoup d'investisseurs. Oui, mais encore une fois, l'Europe protège, puisqu'on voit bien que l'Italie est rentrée dans le rang parce qu'elle a 190 milliards à toucher si jamais elle reste dans les clous. Donc, elle reste dans les clous. Elle enlève tout ce qui faisait un petit peu de problème et elle reste très, très pro-européenne dans son agenda, alors qu'on avait peur du Italexit. Encore une fois, on a encore joué ça, quoi. Donc je ferme un petit peu la parenthèse. Ce qui est intéressant, et là aussi je fais le lien avec ce qui est dit avant, c'est que je crois que la Chine redémarre beaucoup plus fort. Nous, on était les plus élevés du consensus à 5,5. Le risque pour notre 5,5 de croissance cette année, c'est que ce soit 7. C'est pas que ce soit 4 ou 2. Donc la Banque mondiale à 4, la FMI à 4,5. Je pense qu'ils sont complètement hors des clous. Et que s'ils devaient refaire leur calcul aujourd'hui, ils feraient un peu différemment. Et alors c'est une croissance qui est tirée par quoi Mais là où c'est une très bonne nouvelle, c'est que c'est une croissance qui va être une croissance assez domestique finalement. Et donc ces idées-là que la Chine qui démarre, ça va faire remonter les prix du pétrole, du gaz et revenir à faire de l'inflation, etc. Nous, on n'y croit pas trop, parce que c'est surtout une croissance domestique. Moi, mes économistes, ils n'ont pas vu leur famille depuis 3 ans. Ils passent dans le pays, ils voient la famille, ils les emmènent tous dans des bons restos, ils prennent 1 voire 2 semaines de vacances, là, cette semaine, la semaine prochaine. C'est des trucs qu'ils n'ont pas fait depuis 3 ans. Je ne dis pas que c'est le retour des années 30 en Chine et du revenge consumption, parce que les années 30 en Chine, c'était pas joyeux. Mais en tout cas, on a un peu de ça, de la consommation domestique, etc. Et donc ça veut dire quoi? C'est que, ça va moins tirer les prix de l'énergie par rapport à un plan d'infrastructure qui était prévu là en 2022-2023. Ils vont moins avoir besoin de faire ça. Ils vont moins avoir besoin d'ailleurs de baisser leurs taux d'intérêt aussi. Donc c'est un truc assez auto-entretenu. Et en plus, je crois que vraiment, si la Chine doit acheter du pétrole et du gaz,
Je ne pense pas que ce sera du LNG américain. Je pense qu'elle va continuer à profiter de son avantage, son levier qu'elle a sur Vladimir Poutine et continuer à acheter du pétrole et du gaz très discounté. Donc on ne sera pas forcément en concurrence avec la Chine sur l'achat de matières premières, en tout cas énergétiques, pétrole et gaz. Pour revenir à des choses un petit peu plus négatives quand même, ou positives, c'est-à-dire que la Chine qui fait 5-6% de croissance, Hong Kong, là où j'étais, on attend 70 millions de touristes chinois cette année seulement. Un pays comme la Thaïlande, c'est 16% de son PIB, le tourisme, c'est 80% c'est du tourisme chinois. Bon, Hong Kong, ça va faire 10, 12, 15% de croissance. Singapour, Taïwan, Thaïlande, ça va faire du double digit. Vous avez sans doute un tiers du PIB mondial qui va redémarrer pleine balle. Le 3/5e, peut-être plus que ça, de la croissance mondiale, ça va être en Asie cette année. Et donc évidemment, les Chinois, eux, ils sont un peu, ils profitent de leur un peu mainmise, de leur levier qu'ils ont sur la Russie. Mais un pays comme la Corée du Sud, la Thaïlande, eux, ils vont peut-être choper du LNG américain ou aller de nouveau se tourner vers l'Australie. Donc il y aura de la compétition sur des métaux, sur des choses qu'il n'y avait pas quand ils étaient au fond du trou. Encore une fois, il faut quand même se rappeler qu'en 2022, la Chine fait moins de croissance que l'Europe. Que le taux de chômage chez les jeunes en France est inférieur à la Chine. Donc on a eu des trucs comme complètement délirants, mais qui donnent une idée du trou dans lequel était la Chine et qui explique sans doute ce revirement. Pourquoi nous on est très positifs, je ne vais pas être trop long là-dessus, mais c'est que en fait finalement nous on avait un petit peu peur qu'il y ait cette espèce de très très fort rebond avec des effets de base de dingue, parce qu'il y avait une croissance 3% officielle qui était sans doute plus proche de 2, qui va passer à 5, donc des effets de base très 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 forts, un tout petit peu plus de conso, d'investissement, le PIB il explose à la hausse. Mais on avait un petit peu peur de la peur des ménages, d'aller au resto, de sortir de chez eux, etc. Ouais. Quand on regarde nos indicateurs de mobilité, on a un indicateur Natixis qui est sur Bloomberg ou de... Ça voyage, ça bouge. Ça voyage. Ouais. Les demandes de réservation, elles sont en hausse de 192%. Donc les jeunes veulent voyager dans la Chine et hors de Chine. Je sais pas, il y avait un officiel chinois des services de santé, il y a peut-être déjà eu 1 milliard de personnes contaminées en Chine. Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est que pourquoi les gens finalement n'ont pas peur, c'est que moi, donc, quand je parle avec tous les gens à qui j'ai parlé, le beau-frère, le frère, tout le monde l'a eu. Voilà, donc il y a une immunité collective record qui est en train de se faire, on parle de 100% de la population de Pékin, donc il y a probablement 80% de la population chinoise, ça vaut là un chiffre auquel je crois assez, les 60 000 morts, malheureusement je pense que c'est 10 fois plus, mais on est quand même sur un truc qui fait que la Chine peut se rouvrir pour de bon. Et la Chine qui redémarre à 5-6% de croissance, la croissance mondiale, les Allemands, la Corée du Sud, ça va bien se passer. C'est une vraie bonne nouvelle, Olivier. Oui, mais net, effectivement, le débat était, ok, c'est un peu plus de croissance, mais c'est aussi le risque que ça entretienne encore des pressions inflationnistes, y compris pour nous. Non, moi je rejoins l'analyse qui a été faite, qui est celle où effectivement ça soutient la consommation interne et on a une reprise qui est plus forte que prévu avec l'excès d'épargne qui se déverse dans l'économie chinoise et aux alentours. Le point d'attention, il sera pour plus tard, c'est-à-dire le temps que va durer cette reprise économique chinoise, puisqu'on a quand même une économie chinoise qui a des problématiques structurelles qui sont assez profondes. Donc, on en a bien reparlé avec le bilan démographique 2022, effectivement. Par exemple, l'excès d'endettement avec la dette des entreprises sur PIB qui est à 220%. Donc on a des problématiques structurelles, mais profitons de la bonne nouvelle pour 2023 avec une économie chinoise qui effectivement devrait surperformer même les attentes, tout simplement. Et ça se retrouve dans la construction d'une allocation, d'une stratégie d'investissement pour 2023. On va en venir évidemment à la logique de marché, mais ça doit se retrouver, cette dynamique asiatique, même cette désynchronisation qu'on peut imaginer entre l'Asie et les États-Unis peut-être. Je pense que sur la problématique de l'allocation d'actifs, par rapport au risque global du portefeuille, la question c'est le rapport de force entre cette reprise économique chinoise et la récession américaine, si vous croyez au scénario de récession américaine. Donc ça, c'est vraiment la réflexion au niveau de l'allocation d'actifs globale. Ensuite, pour jouer spécifiquement la reprise chinoise, on pense à plusieurs choses. D'abord, le marché chinois, ensuite l'Asie, et puis enfin l'Europe et certains sous-secteurs de l'Europe qui peuvent bénéficier de cette reprise économique chinoise. Pour notre part, on a une allocation qui est très diversifiée régionalement, puisqu'on considérait que chaque zone avait ses forces et faiblesses, et on n'a pas de préférence d'une zone par rapport à une autre. On est neutre sur les émergents avec une allocation neutre sur la Chine, et on a eu plutôt tendance au cours de ces dernières semaines à tilter un peu notre allocation européenne par rapport à cette reprise économique chinoise qui pourrait bénéficier à certains secteurs. Voilà pour l'instant ce qu'on en a fait. C'est vrai que la vitesse des marchés est toujours impressionnante. Au point que... Non mais je rebondis sur les actions européennes.
je voyais le consensus médian objectif fin d'année pour le stock 600, c'est 450. Bon, on est déjà au-dessus en 3 semaines. C'est-à-dire, quand on voit ça, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, bon, ok, c'est une locomotive, c'est un train qui est parti à grande vitesse et j'oublie mon objectif que j'avais calculé mathématiquement à la fin de l'année 2022 pour 2023. Qu'est-ce qui peut se passer une fois qu'on a déjà atteint ces objectifs, cette espérance mathématique de performance sur des actions comme les actions européennes? Il peut se passer plein de choses. Eh oui. En fait, quand on regarde la fin d'année dernière, on avait 3 scénarios sur la table. On avait premier scénario, le scénario de soft landing, auquel peu d'investisseurs croyaient en fin d'année, soyons transparents. Et ce scénario de soft landing, aujourd'hui, il est en train de jouer à plein, ralentissement de l'inflation, les politiques monétaires qui vont bientôt arrêter leur durcissement monétaire. Et finalement, on n'a pas de récession. Donc le marché peut continuer sur cette thématique, d'autant plus que lorsqu'on regarde les niveaux de valorisation, au niveau mondial, on est sur des valorisations de moyen long terme. Au niveau européen, on est plutôt légèrement sur la valorisation de moyen long terme. Donc on a encore un potentiel d'appréciation des marchés d'actions, et en particulier européens, dans ce scénario de soft landing. Autour de ce scénario de soft landing, vous avez 2 autres scénarios. Premier scénario, c'est celui de la récession. Et ce scénario de récession, il concerne aujourd'hui davantage peut-être les États-Unis que le reste du monde. Et donc, s'il concerne davantage les États-Unis, il ne faut pas sous-estimer un scénario de récession aux États-Unis. Évidemment, ça ne sera pas 2008, on n'est pas du tout dans les mêmes caractéristiques. Pour autant, une récession aux États-Unis reste une récession aux États-Unis. Ça compte. Oui. Généralement, ça génère une augmentation du taux de chômage. Alors aujourd'hui, on considère que le taux de chômage ne remontera jamais. Mais ce n'est pas parce que le taux de chômage structurel est plus bas qu'avant qu'on ne va pas avoir de chômage cyclique. Donc on verra ce qu'il en est au cours de ces prochains mois. Mais si jamais vous basculez dans un scénario de récession aux États-Unis, ça générera de nouveau de la volatilité sur toutes les classes d'actifs et en particulier sur les actifs risqués. Et puis le troisième scénario, c'est le scénario où on ne tombait pas en récession mais où on avait une persistance de pression inflationniste. Et dans ce scénario de persistance de pression inflationniste, à moyen long terme, ça signifiait, que les banques centrales allaient peut-être potentiellement un peu plus loin que prévu, mais surtout 2, que les taux d'intérêt à long terme n'ont pas terminé leur processus d'ajustement et devraient continuer de remonter. Donc pour l'instant, on est sur le scénario de soft landing. J'entends. Mais on a en tête les marchés sont là-dessus, mais on a 2 autres risques qui vont probablement continuer à animer les débats au cours de ces prochains mois. Qu'est-ce qu'on fait quand on atteint les objectifs, les espérances qu'on pouvait avoir en termes de performance sur différentes classes d'actifs? Je prends l'exemple des actions européennes, mais c'est peut-être vrai sur d'autres compartiments du marché. Pierre, quand on a atteint ces objectifs en 3 semaines? Alors, il y a une règle en gestion, c'est quand on ne sait pas, on se met au benchmark. Et donc, c'est quand même assez simple. Alors, nous, on ne pense pas que les objectifs soient vraiment atteints, mais en tout cas, en moyenne, c'est sûr qu'on ne va pas forcément prendre du risque sur la partie action, mais en revanche, on ne va certainement pas être sous-pondéré sur la partie action. On va pouvoir mettre en place des stratégies optionnelles pour couvrir des risques extrêmes. Ça, oui, donc si par le calcul, on pourrait être très légèrement en dessous de la pondération idéale sur l'Europe, mais en investissement, on est de toute façon au moins au niveau de la pondération action. En revanche, ce qui va être intéressant, en fait, je pense qu'il y a plusieurs choses. Ce qui peut être intéressant, c'est, comme en 2022, réaliser une performance dans une gestion diversifiée par la bonne vision sur les taux d'intérêt et sur le crédit. Parce que si on vise une récession même et qui compte, comme vous l'avez dit, ça peut trembler sur l'investment grade, mais plus probablement sur le high yield. C'est pas du tout ce qu'on fait à l'heure actuelle. On a plutôt surpondéré les actifs risqués sur la partie obligataire. C'est vrai que le fait que la Chine se réouvre donne beaucoup d'air sur les obligations émergentes. Et c'est vrai que là, ça redevient, parce qu'on a des taux de rendement, et là, la gestion active peut vraiment aider les portefeuilles. On a des taux de rendement très élevés, vraiment entre 11 ou voire même plus de 20 sur certains portefeuilles. Donc là, on a vraiment un risque maîtrisé parce qu'on a une telle puissance de la tendance que si ça se passe mal, on a quand même vraiment à capter du rendement de manière assez importante. Donc, on a plein d'opportunités à jouer et c'est vrai qu'on
Moi, je pense qu'il faut revenir au fait qu'on se disait que c'était débile, on peut le dire, de monter les taux pour provoquer une récession parce que l'inflation n'était pas faite par la puissance de la croissance économique, mais par le fait qu'on avait des chaînes d'approvisionnement cassées et une rupture d'approvisionnement sur l'énergie. On vient de le dire, ce problème majeur est complètement derrière nous. Donc pourquoi est-ce qu'on ne se redit pas tous ? En tout cas, moi, parce qu'entre-temps, l'inflation, visiblement, s'est un peu diffusée à des parties de l'économie plus domestique. Oui, non, mais sans doute. Mais sauf que, en fait, ça baisse quand même aussi rapidement que ça a monté. Et si la partie de l'inflation qui a généré cette diffusion, à savoir le choc énergétique, le choc gazier en Europe, si cette partie-là de l'inflation se calme, oui, ça peut avoir un effet de transmission aussi sur la partie cœur des services. Si on regarde les éléments volatiles, honnêtement, énergie, alimentation. L'énergie, ça en passe de se calmer. L'alimentation, on voit finalement que il n'y a pas non plus de rupture d'approvisionnement. Les gens peuvent manger. Enfin, voilà. Donc, tout ça. Par si on mange 3 kilos de moutarde par jour, mais. Tout ça va. Non, mais pour qui fait ses courses, voit quand même que la moutarde est revenue. Même la moutarde est revenue. Donc, cette inflation, est-ce qu'on peut aller plus haut ? L'inflation, c'est quand même la hausse des prix. Donc, oui, on a bien fait sûr. le chemin. C'est une dérive. Mais simplement. La farine, moins 40%. Mais voilà, sauf que simplement, est-ce qu'on pourrait pas se dire que les banquiers centraux, leur action était débile pour calmer l'inflation. Non, on leur dira pas, non. Mais en revanche, c'était vachement intelligent pour retrouver pour normaliser. Oui. Ouais. Et là, en fait, normalisation. Mais c'était d'ailleurs le premier objectif affiché par la BCE. Alors, qui maintenant est un peu au-delà. Hein. On est quand même dans le discours, il faut de la restriction monétaire, etc. Donc on verra jusqu'où ça va. Mais le premier objectif, c'était sortir des taux négatifs et normaliser. Et franchement, est-ce que c'est pas une excellente nouvelle ? C'est une excellente nouvelle de retrouver un put. Là, qu'on avait perdu. Depuis, si on ne va pas dans l'over-tightening... non mais... Franchement, là, vous voyez quand même que les discours des banquiers centraux sont quand même vachement équilibrés. Donc, on est quand même beaucoup plus équilibré. Aux États-Unis, sans doute un peu plus. Ouais. On va monter les taux à 7, etc. Là, c'est plus du tout le sujet. En 2 mois, c'est fini, quoi. Donc, attendons et voyons voir si c'est pas une normalisation. Dans les tendances de marché, est-ce qu'on peut croire, est-ce qu'il y a des arguments solides pour imaginer que l'Europe, l'Asie surperforment les marchés actions américains ? C'est ce qu'on constate déjà depuis quelques mois. Hein. Est-ce que c'est une tendance lourde, longue potentiellement, qui est en train de se mettre en place? Alors, c'est très compliqué de répondre à la question parce que les États-Unis ont une faculté d'introduction en bourse sur des nouvelles sociétés qui peuvent considérablement changer la perception des marchés. En tout cas, oui, parce que c'est quand même très vivace, on va dire, le marché américain. Beaucoup plus que le marché européen. C'est là-bas où les nouvelles histoires naissent. Ouais. Donc c'est difficile de répondre à cette question. Mais voilà. Mais pour l'instant... profitons. Ouais. S'il y a des commentaires, des remarques, Jean-François, puis je voudrais qu'on dise un mot de l'idée de créer un bloc monétaire régional dans le monde actuel, puisque c'est une idée qui fait son chemin visiblement en Amérique latine. Je crois, juste pour rebondir sur ce qu'il vient de dire, je pense qu'une des raisons, une des explications au retour en faveur des marchés européens vis-à-vis des États-Unis, c'est qu'on avait enfoncé l'Europe au fond du trou, qu'on la voyait complètement dans une qu'il fallait tricoter des pulls, qu'on n'allait pas avoir d'électricité au cœur de l'hiver, etc. Donc on avait vraiment un scénario du pire sur l'Europe qui, évidemment, ne se réalise pas. Et donc, je pense qu'il y a un peu du rachat de short. On voit bien ça dans l'euro, la remontée très très forte. On peut avoir des flux quand même, non ? Je sais pas, les investisseurs institutionnels qui sont sous-pondérés sur l'Europe et l'Asie depuis des années. Est-ce qu'à un moment... Oui, mais justement, c'est ce que j'allais venir. C'est-à-dire qu'en fait, vous aviez d'abord des espèces de rachats de short où finalement, c'est pas si noir que ça. Avec des valorisations où finalement, quand vous regardez les États-Unis, encore dans le 27e décile, donc dans le 25% des cas depuis l'après-guerre de cherté, donc le marché américain est quand même encore assez cher, alors que le marché européen ne l'est pas. Hein. Les PE forward, encore moins l'Asie. Hein. L'Asie, il y a 20% à prendre sur les indices chinois encore. Hein. Je pense en termes de valorisation des émergents, il y a plein de trucs à regarder. Mais l'Europe est beaucoup moins chère en relatif que les États-Unis. Et là, je crois qu'on est plutôt passé dans la phase 2 de l'histoire, qui est de dire finalement, il y a quand même pas mal de mauvais chiffres aux États-Unis.
Hein, voilà, 200 000 destructions d'emplois chez les GAFA, on en a parlé hors antenne. Bon, c'est rien par rapport à ce qu'ils avaient créé, mais quand même la dynamique n'est pas favorable. Alors que finalement, on ne cesse d'avoir des surprises à la hausse en Europe, production industrielle qui remonte, les PMI, la confiance. Donc on est plutôt en train de se dire, bon, la Chine, on ne sait pas où ça va, ça a déjà pris, on a repris les 2 tiers de ce qu'on avait perdu. Les États-Unis, c'est la récession, et donc on commence à avoir des acheteurs. Et donc maintenant, l'obvious trade, c'est d'être long euro. Il y a 3 mois, c'était évidemment que l'euro allait casser la parité. Et même pire que ça, Jean-François, l'exemple de la zone euro et de la création de la monnaie unique il y a 25 ans n'est pas un repoussoir quand il s'agit, dans d'autres zones, de réfléchir à l'idée de mettre en place justement une monnaie commune pour faciliter et accroître encore un peu plus ces échanges. C'est le cas de l'Argentine et du Brésil. La discussion n'est pas nouvelle. Le projet est encore très lointain et sans doute soulève encore beaucoup d'opposition. Néanmoins, les 2 pays, à l'occasion d'un sommet à Buenos Aires cette semaine, ont semble-t-il suffisamment avancé pour parler officiellement, sans doute au plus haut niveau, d'un projet de monnaie commune. Oui, ça a l'air d'être sérieux, en tout cas dans leur tête. Après, dans la réalisation, nous, on est un peu plus circonspect. Mais voilà, l'euro, l'Europe, on a mis 35 ans à y penser pour qu'un truc qui dure depuis 20 ans et résiste à peu près à toutes les crises qu'on pouvait imaginer ou même pas imaginer. Donc finalement, ça résiste, cet euro, malgré tout ce qu'on peut en dire. Donc est-ce que ça va être le cas en Amérique latine ? C'est quand même compliqué de marier deux économies quand même. Bon, à la fois, qui font beaucoup d'échanges quand même. Qui font énormément d'échanges entre elles, mais il ne faut pas oublier que l'Argentine, c'est 100% d'inflation, c'est 2 défauts par décennie. Enfin voilà, c'est quand même un pays pas simple avec lequel s'allier. Donc c'est une énorme Grèce avec une énorme Italie, quoi. Donc c'est quand même très compliqué. Maintenant, moi je crois que c'est un moment aussi de Lula de regagner un peu en moment international et de se dire, voilà, après l'Amazonie, j'ai sauvé l'Amazonie. Un peu de leadership, global. Aussi de découplage vis-à-vis des États-Unis, parce qu'encore une fois, en ce moment, c'est Biden, ça peut être Trump ou DeSantis qui revient. Nous aussi, on existe. On parle que de l'Inde en ce moment. On parlait que de la Chine avant, mais nous aussi, on est là. On est une grande économie. L'Argentine, c'est probablement un des gagnants de la transition énergétique. C'est plein de métaux. Le Brésil, c'est probablement un des gagnants. On parlait des prix de l'alimentation, etc., qui resteraient élevés, qui ont du mal à rebaisser. Voilà, c'est des pays, c'est des greniers à blé du monde. Non, c'est des belles économies. Maintenant, faire une monnaie unique comme ça, en des économies qui fonctionnent de façon très différente, avec des systèmes institutionnels et politiques quand même très éloignés, bon chance. Mais on va voir, ce serait sans doute une bonne nouvelle si on avait plus de commerce intra-régional. De toute façon, c'est the name of the game des prochaines décennies. Bon, au-delà du marketing politique, puisque visiblement cette semaine sera quand même importante sur l'annonce de ce projet, c'est le FT qui a raconté ça ce week-end, Olivier. On est un peu dans le domaine de la prospective, mais de la prospective très lointaine. Oui, mais quand même, ça fait parler. Oui, mais ça fait parler, mais c'est peut-être également une illustration du fait que le monde devient de plus en plus... Enfin, qu'on a des politiques qui essayent de créer des mondes avec des pôles, et qui essayent d'avoir leur pôle, puisqu'on voit bien qu'on a des oppositions qui sont en train de se construire. On a une opposition structurelle entre la Chine et les États-Unis qui va sans doute produire des effets très importants sur les années à venir, et on a probablement certains pays qui souhaitent se renforcer en utilisant la devise « l'union fait la force ». Et on a pu voir également que ceux qui sortaient de pôle pouvaient être en difficulté. On a vu avec le Royaume-Uni en fin d'année dernière. Donc c'est peut-être également cette idée c'est peut-être cette analyse qui soutient un peu cette idée de créer un pôle, mais vraisemblablement le chemin va être assez long. Tant qu'on est dans la prospective, je ne sais pas, est-ce que le Brexit pourrait n'être qu'une parenthèse ? Est-ce qu'à un moment... Non, mais c'était une vraie question qu'on avait à partir de 2016, effectivement. S'ils sortent, est-ce qu'ils pourront revenir un jour ? Je ne sais pas s'il y a une volonté, mais en tout cas, c'est un sujet qui anime les entreprises britanniques, qui comprennent qu'il y a des frictions supplémentaires à gérer maintenant qu'on est sorti du bloc. Les sondages d'opinion, visiblement, sont plus aussi tout à fait favorables au Brexit. Oui, c'est très difficile de se projeter. Là, je vais basculer dans la spéculation. Donc, vous pouvez botter en touche. Je pense que c'est ce que je vais faire. C'est le Joker. Joker. Bon, sur l'idée de créer, je sais. Alors, donc, ce serait The Sur, le Sur, qui veut dire le Sud en espagnol, en l'occurrence. Ça pourrait être le nom d'une monnaie unique éventuelle qui rassemblerait le Brésil et l'Argentine. Je crois que d'autres pays sont les bienvenus. En tout cas, c'est ce que disent le Brésil et l'Argentine. L'alliance bolivarienne, très bien. Moi, je trouve que c'est curieux quand même de commencer par l'Argentine. Voilà. Ouais. Même si on les aime beaucoup, c'est pas la question, mais c'est vrai que les dynamiques macroéconomiques sont quand même vraiment différentes. Donc, on a vu déjà
dans les crises de la zone euro qu'on avait des spreads qui pouvaient se tendre très très fortement. Et il faut quand même une communauté, en fait, d'une vision des comptes publics assez uniforme pour gérer une monnaie unique. Donc, oui, ça ne peut pas être un projet abouti s'il n'y a pas cette convergence politique, cette stabilité politique. La gestion du défaut argentin peut être vraiment un frein à la concrétisation de l'aboutissement de cette monnaie. Encore une fois, c'est l'abandon de l'outil de la politique monétaire, c'est ce qu'on a vu. Donc il faut qu'il y ait une politique budgétaire commune. Enfin, on voit bien ce qui se passe avec l'Europe. L'Europe résiste parce qu'elle est de plus en plus fédérale, avec du budget, des SURE, des Repower EU, etc., etc. Donc ça implique beaucoup de choix et c'est très structurant politiquement. Donc c'est pas neutre, je pense. Non, mais attention, dans le papier du FT, il faut bien lire effectivement les officiels. Tempère énormément les attentes qu'on peut avoir sur l'idée. De Lula, mais comme vous dites, quand même le marketing politique est là. On ouvre les discussions sur des trucs très précis sur les banques centrales, etc. Donc c'est deux géants quand même. C'est deux énormes pays très pleins de richesses. Donc c'est pas un truc. Pour l'instant, on prend ça un peu à la rigolade, mais c'est peut-être un projet. Pourquoi pas. Avec des échanges qui ont progressé de plus de 20%, je crois. Problème, c'est sûr. Pardon. Je dis c'est un projet qui mérite d'être il sera jalonné d'obstacles qu'il faudra surmonter, c'est sûr. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir pour ce tour d'horizon de la planète marché. Justement, Pierre Bismuth était avec nous, directeur de gestion de Myria Asset Management, Olivier Ringard, directeur des investissements de Neuflize OBC, et Jean-François Robin, directeur de la recherche de Natixis. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque lundi, nous amène aux États-Unis pour retrouver notre correspondant américain, Pierre-Yves Dugas, pour ce quart d'heure américain qui nous permet d'entamer la semaine. Bonjour camarades, bonjour Pierre-Yves. Merci beaucoup d'être avec nous. Bon, commençons par ce qui fait les gros titres chaque jour, jour après jour, les licenciements dans le secteur des technologies aux États-Unis. Et effectivement, ce sont des entreprises qui ont peu l'habitude de licencier ou d'annoncer des restructurations et des réductions d'effectifs. Et donc, chaque jour qui passe fait les gros titres, effectivement, avec des annonces qui se succèdent. Dernière en date, ça doit être Salesforce, peut-être. On tient la comptabilité même. Il y a des gens payés pour tenir la comptabilité du nombre de licenciements et de réductions d'effectifs qui ont lieu dans la tech en ce moment. Est-ce que c'est la simple correction de quelques excès du passé spécifiques à ce secteur, ou est-ce qu'il faut y voir un indicateur avancé plus négatif pour l'ensemble de l'économie américaine, Pierre-Yves? Mon impression, c'est que c'est d'abord un rattrapage assez logique d'excès qui ont été commis, en particulier durant la période de la pandémie. Le marché, semble-t-il, est plutôt de cette voie que les valorisations globalement du secteur sont tombées à 21 en termes de PER attendus, alors que, vous vous souvenez, on était tombé à 11 à la fin de l'explosion de la bulle conséquente à la grande crise financière de 2008. Et les analystes s'attendent à une chute des profits par action au cours du quatrième trimestre de l'ordre de 9%, mais à un rebond au cours des prochains trimestres. Ce qui donc accrédite le scénario d'un rattrapage. Si on regarde les chiffres globaux de l'emploi dans le secteur de la technologie aux États-Unis, aujourd'hui, c'est 4 400 000 personnes, c'est-à-dire 440 000 de plus qu'au début de la pandémie. L'an dernier, on a embauché dans ce secteur 260 000 personnes. On a annoncé aussi, en gros, la suppression de 100 000 postes qui sont en ce moment même en train d'être supprimés. Donc c'est un rattrapage. Alors c'est un rattrapage qui fait tout drôle. Pourquoi? D'abord parce qu'il est assez violent. En termes de profit, on se rend bien compte, si on regarde la manière dont les analystes ont modifié leurs anticipations. Il y a 3 mois, par exemple, on pensait que les profits seraient stables. Maintenant, on anticipe un recul de 9% des profits. Dans le cadre d'un marché qui verrait les profits par action tomber d'à peu près 4 à 5%. Donc en 3 mois, il s'est passé beaucoup de choses et puis ces annonces se succèdent. On a un petit peu l'impression qu'il y a une concurrence à celui qui va annoncer le plus de suppression d'emplois. C'est le cas par exemple aujourd'hui
de Shopify. C'est quelque chose qui fait mal à une jeune génération d'ingénieurs qui n'a pas l'habitude de cela parce qu'ils n'étaient pas au début du siècle et ils ne se souviennent pas de la suppression sur l'ensemble de l'industrie de 5% des effectifs au moment de l'éclatement de la bulle de 2001. Ils ne se souviennent pas non plus de la suppression globale de 6% des effectifs dans la technologie en 2008. Donc c'est quelque chose qui leur fait d'autant plus mal qu'il faut bien le dire, ils sont habitués à une forte croissance, habitués à des conditions de travail exceptionnelles, à la nourriture gratuite au travail, le transport payé, le gymnase, les massages, tout ce qu'on peut faire pour que ces chers petits champions du code soient dans les meilleures conditions possibles. Et puis, quand la pandémie arrive, ils refusent d'aller travailler au bureau et on ne sait plus comment leur demander assez gentiment de bien vouloir avoir l'extrême obligeance de revenir travailler. Donc, toute cette génération dorée, un petit peu, je suis délibérément critique, se réveille en sursaut et ça n'est pas agréable. Et puis, il y a dans certains cas très précis, Twitter et la caricature avec 50% de suppression d'emplois, 10%, 10 à 13%. Salesforce, ça fait désordre, Salesforce. 10% de suppression des effectifs, ça fait tellement désordre qu'on a des activistes investisseurs qui sont en train de se pencher sur la question et qui se demandent si M. Benioff est en train de gérer son empire correctement. Oui, mais vous l'avez très bien dit, Pierre-Yves. D'un mot, on sent bien qu'il y a presque une course, effectivement, à l'annonce de ces restructurations, alors qui passe par des réductions d'effectifs, des licenciements. Au passage, est-ce qu'il faut vraiment être inquiet pour cette génération de développeurs, de codeurs ? Est-ce que c'est pas plus du turnover ? Ces gens-là, on l'espère, vont quand même retrouver du travail assez vite, peut-être dans d'autres secteurs qui étaient peu attractif pour cette main-d'œuvre un peu dorée. Mais il y a une vraie course après des cours de bourse qui ont chuté de 30, 40, 50% et plus parfois pour certains de ces groupes. Et je voyais que l'annonce chez Google, effectivement, la réaction de marché est tout de suite positive. C'est « Ah, ça y est, le top management prend enfin les choses en main, on rationalise, on réalloue, on restructure. » Boum, ça y est, le cours de bourse souffle un peu. Oui, ça leur fait tout drôle. Chez Google, ils n'ont pas du tout l'habitude. Il y a toutes sortes de communautés, virtuelles ou pas virtuelles d'ailleurs, qui se sont créées. On attend un town hall meeting la semaine prochaine où Sundar Pichai va devoir s'expliquer, répondre à des questions qui certainement seront très pointues de la part de gens qui se réveillent le matin, se connectent à leur réseau pour voir qu'est-ce qu'ils ont comme email et qui découvrent à ce moment-là qu'on leur a coupé l'accès au réseau et du groupe, ce qui ne les empêche pas par ailleurs de toucher les indemnités, etc. etc. L'an dernier, 80% des personnes qui ont perdu leur emploi dans la haute technologie ont retrouvé un travail en 3 mois. La pénurie de l'emploi, d'une manière générale, et en particulier dans la technologie, est quelque chose qui, tout de même, favorise la mobilité en ce moment. Je ne suis pas trop inquiet pour quand même ce que va nous annoncer Microsoft demain, ses résultats trimestriels. Parce que Microsoft, on anticipe maintenant un plongeon assez marqué de la demande de PC. On anticipe des résultats plats et on anticipe, sans faire d'ironie, une chute à 30% du taux de croissance dans la demande des services sur le cloud. Alors beaucoup d'industries aimeraient en dire autant. Si Microsoft, qui est une société très diversifiée, qui est une société qui a quand même une culture de la concurrence que n'a probablement pas Google, si Microsoft est vraiment pessimiste, peut-être que là c'est le signal d'un retour de conjoncture qui peut-être sera plus violent que prévu. Microsoft assure effectivement demain soir la publication trimestrielle de Microsoft après la clôture des marchés américains. Pierre-Yves, dans le carnet du jour, nouveau Chief of Staff à la Maison-Blanche. De quoi s'agit-il ? Qui est-il ? Et qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, personne dans l'Amérique moyenne et même dans le monde politique américain ne connaît Jeff Zients, même un petit peu connu. Il a 56 ans. Il va donc succéder à Robert Klein. C'est lui qui sera, on l'appelle ça, secrétaire général de la Maison-Blanche. C'est un emploi très important parce que c'est un emploi qui permet de protéger le président de tout ce qui pourrait le distraire. C'est un emploi qui permet d'organiser la priorité de la gestion et du travail de la Maison-Blanche. Jeff Zients est connu pour être quelqu'un qui sait très bien faire ça. C'est un technocrate qui n'est pas un spécialiste de la policy, de la question politique, mais c'est quelqu'un qui sait très bien manœuvrer les femmes et les hommes et les institutions et organiser la priorité des choses. Qu'est-ce qui se profile là derrière? Probablement le fait que va être doublé à côté de lui un certain nombre de spécialistes des questions plus administratives et qui vont gérer la campagne de candidat Biden, puisqu'on anticipe une annonce de candidature de Joe Biden probablement dans une quinzaine de jours ou 3 semaines. Peut-être d'ailleurs que cette annonce serait déjà intervenue si le scandale de la découverte de documents ultra secrets cachés depuis des années dans des tiroirs de la résidence du président Biden ou de certains de ses bureaux dans le Delaware, si ce scandale n'avait pas éclaté, il est possible que Joe Biden se soit déjà déclaré. Mais il est normal, il est dans la tendance historique qu'à la mi-mandat, le Chief of Staff de la Maison-Blanche soit changé et que ce changement s'opère selon des critères qui sont conformes à un réalignement des priorités à la fois législative. Il ne va pas se passer grand-chose sur le plan législatif à Washington. Le Congrès est complètement déchiré et les républicains qui ont une toute petite majorité sont eux-mêmes déchirés entre eux. Donc ça va être la gestion du blocage. Pour ça, on n'a pas besoin du même profil de Chief of Staff. En revanche, il va falloir quelqu'un qui protège le président des difficultés qui peuvent se présenter et un autre groupe de personnes qui, à côté, vont organiser la campagne du président. Mais donc, en 30 secondes, Pierre-Yves, oui, c'est acquis. Joe Biden va annoncer sa candidature à sa réélection. Écoutez, il ne m'a pas téléphoné qu'il allait le faire, mais tout le monde a compris qu'il allait le faire. Et il serait surprenant qu'il ne le fasse pas. Merci beaucoup Pierre-Yves. Pierre-Yves Dugas avec nous chaque lundi dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, 17h45 en direct, rediffusé à 20h45 sur Bismart, que vous retrouvez bien sûr en replay et en podcast pour ce quart d'heure américain avec notre correspondant américain Pierre-Yves Dugas. Voilà pour cette édition de Smart Bourse. Retour de l'émission demain, 12h30 en direct sur Bismart. Smart Bourse vous a été présenté par Tikeo Capital.